Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, nous allons parler d'un film qui a plutôt marqué ces dernières années. Ce film c'est Moonlight, sorti en 2016 aux États-Unis, début 2017 en France. Pourquoi a-t-il marqué l'histoire récente du cinéma? Tout simplement parce qu'il a obtenu l'Oscar du meilleur film en 2017, excusez du peu, au nez à la barbe et à la barbe d'un certain La La Land. Ce film a été réalisé par Barry Jenkins et je m'y intéresse parce que je l'avais raté à l'époque, donc là je le vois, parce que ce réalisateur va sortir un nouveau film très bientôt. Si Beale Street pouvait parler, film que j'ai coché dans les films à voir, et donc je me suis dit, tiens, l'occasion est belle pour rattraper ce qui devrait donc être un chef-d'œuvre, puisqu'il a obtenu l'Oscar du meilleur film. L'histoire de Moonlight, déjà il faut savoir que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, écrite par Taro Alvin McCraney, pièce de théâtre du nom de In Moonlight, Black Boys Look Blue. D'ailleurs, avec ce titre-là, on a l'explication du titre du film, qui a été largement raccourci. Et le synopsis est assez intéressant et simple de base, et assez original, fort. On sent que l'émotion va être présente. On sent qu'il va s'agir d'un gros drame. Donc l'histoire d'un jeune garçon sur trois étapes de sa vie, enfin d'un jeune garçon, puis d'un adolescent, puis d'un homme, sur trois étapes de sa vie, un certain Chiron, un Afro-Américain qui vit dans la ville de Miami, et on va suivre sa progression et son évolution dans un contexte très difficile, puisqu'il est en lutte perpétuelle contre son milieu scolaire, où il est harcelé, martyrisé par ses camarades, mais aussi en difficulté dans le cercle familial, puisque sa mère l'élève seule et elle est complètement droguée et hystérique. Voilà. Rajoutez à cela une touche dramatique potentielle supplémentaire, ce jeune garçon, adolescent et tout, va peu à peu découvrir son homosexualité et essayer d'apprendre à vivre avec, malgré des gens pas forcément très bien intentionnés autour de lui. Voilà. Donc, quand tu lis ce pitch-là, ce synopsis, tu te dis, tu vas avoir une œuvre très sombre et très attachante potentiellement et surtout très émotionnelle. Et je vous avoue, c'est le cas. J'ai beaucoup aimé ce film, sauf que j'en ressors frustré à cause de sa fin. Et ça m'énerve, parce que le film est très bon, très bien fait, très bien dosé pendant ses trois quarts, et puis arrive la fin, le dernier acte, enfin la deuxième partie du dernier acte pour être exact, et il y a quelque chose, selon moi, enfin dans mon ressenti, qui tombe à plat. Et ça, j'en parlerai à la fin en section spoiler, parce que je serai obligé quand même de dire ce qui se passe autour pour pouvoir exprimer ma frustration sur ce film. Donc, oui, déjà, ce film, puisque je parle d'actes, est composé en trois actes. Trois actes sur les trois évolutions de vie du personnage principal. D'abord, le premier acte s'appelle Litan. Litan, c'est le surnom qu'on donne au petit enfant, il a 8-9 ans dans la première partie. Voilà, martyrisé par ses camarades parce que considéré comme trop fragile, comme une mauviette. Et le gamin, il a du mal à se situer. Il a qu'un seul ami qui s'appelle Kevin, Kev, un ami qu'on suivra d'ailleurs dans les trois actes. C'est son seul véritable associé sur toute la durée du film. Et un beau jour, terriblement isolé, dès le début du film d'ailleurs, le gamin se retrouve dans une sorte de cave, dans un repère à dealers, à drogués. Voilà, il trouve des seringues par terre, c'est assez terrible. D'emblée dans le film, on comprend quand même que son destin n'est pas forcément amené à être positif, du moins aisé. Et c'est là qu'il rencontre un dealer qui va devenir son protecteur. Profitons-en pour parler des acteurs à l'affiche du coup ici, puisque ce dealer est interprété par le très bon acteur Mahershala Ali, dont on va beaucoup parler là ces prochaines semaines, puisqu'il joue dans Green Book, actuellement à l'affiche. Il faudra que je vois, mais je risque de le voir un petit peu en retard, malheureusement, parce qu'en ce moment, aller au cinéma, c'est compliqué. Voilà, en ce moment, il y a un contexte qui fait que j'ai pas beaucoup de temps, et puis je dois choisir dans les priorités. Et qui jouera aussi dans le très attendu Alita Battle Angel de Robert Rodriguez. Marshall Ali, qui avait fait aussi une des voix dans le très, très, très acclamé Spider-Man New Generation Into the Spider-Verse. Bref, voilà, il rencontre ce dealer qui va le prendre sous son aile, voilà, qui va devenir son protecteur et qui va essayer de lui apprendre, entre guillemets, à affronter les déboires de la vie. Et dès ce premier acte, qui est d'une réussite totale, ce premier acte est génialissime. On a plein de belles choses
entre tristesse et découverte de soi. Il y a une scène notamment, mais magnifique au niveau artistique, sur une plage où donc son protecteur, qui s'appelle Juan, qui est d'origine cubaine, d'ailleurs, c'est assez important parce qu'il y a aussi le contexte ici d'un gars qui parle un petit peu de son American Dream, qui n'est pas terrible puisque c'est un dealer, sur une plage où il apprend à nager aux jeunes, donc au jeune garçon qui s'appelle Chiron, ou Little, et donc son vrai prénom c'est Chiron, et cette scène est géniale, il y a tout, elle est filmée de façon remarquable, c'est une véritable immersion, cette scène-là, c'est une scène immersive, et d'autant plus qu'il est mis dans l'eau, presque comme une sorte de baptême, il y a sûrement un symbolisme religieux derrière, je ne sais pas à quel point le réalisateur est croyant ou avait envie de faire des références à la religion, mais là, c'est clairement une renaissance pour le gamin, cette scène-là. D'ailleurs, directement parlons de ce symbolisme-là, l'eau, le symbolisme de l'eau revient pendant tout le film. Que ce soit pour renaître de ses cendres, pour se purifier après quelque chose après un moment difficile, après une dispute, après une bagarre, etc. Il y a toujours cette relation entre le personnage principal, Chiron, et l'eau, que ce soit donc sur la plage, l'eau de mer, mais aussi l'eau dans le lavabo, dans un bain, bref. C'est assez intéressant de voir à quel point il y a une insistance là-dessus. Et donc le symbolisme de l'eau qui permet de purifier certaines actions, soigner certaines blessures, repartir de l'avant, renaître de ses cendres, etc. C'est toujours assez intéressant, c'est plutôt bien géré là-dessus. Insister oui, mais bien géré. Bref, premier acte génial et malheureusement qui se termine sur une petite fausse note, mais là j'ai pas envie de trop vous spoiler certaines choses. Puis après il y a les deux autres actes. Alors c'est là où ça commence à devenir à la fois intéressant et potentiellement compliqué. Le deuxième acte, c'est l'adolescence de Chiron, et c'est là où il découvre beaucoup de trucs, donc qui fait directement face à son homosexualité, à la haine de ses camarades, qui le perçoivent tel quel, avant que lui s'en rende vraiment compte d'ailleurs, un peu, on sent quand même que le gamin, il a du mal à s'assumer et à se construire, tout simplement parce que sa mère est complètement à l'arrache et totalement folle avec lui, clairement, malheureusement, à cause de la drogue. Et il se débrouille un peu tout seul dans cette deuxième partie. Je ne vais pas trop expliquer pourquoi, mais il se passe quelque chose autour du personnage de son protecteur, Juan, qui fait qu'il ne peut plus trop être là pour l'aider quand il est ado. Et son seul ici associé donc sera son ami Kevin, Kev, un gars qui se vante d'avoir des relations sexuelles avec certaines filles, notamment une, mais même dans l'enceinte du lycée, bref. C'est totalement l'antipode à la base, un peu le macho et tout, alors que Kev est très fragile, etc. Et il y a cette seconde partie est la plus dramatique, évidemment, du lot, mais elle est très bien réussie aussi. Il s'y passe des choses intenses, que je ne vais pas non plus spoiler ici, j'en parlerai peut-être du coup dans la partie spoiler, sur laquelle je me concentrerai niveau frustration de fin. Voilà, donc les acteurs sont impeccables, parce que j'ai parlé de Mahershala Ali dans le rôle du protecteur, mais on a aussi, et ça il faut vraiment le souligner, une excellente, c'est Naomi Harris, je crois, oui c'est ça, qui joue la mère donc de Chiron sur 3 périodes, une mère totalement, c'est très ambivalent parce que malheureusement quand les en manque ou trop droguée, elle est complètement à l'arrache avec son fils, donc il y a une violence, c'est viscéral, c'est terrible, mais à la fois on sent qu'elle aime son fils, notamment sur la fin du film. Et l'actrice donc Naomi Harris, qui me semble-t-il a gagné un Oscar hein, pour un meilleur second rôle féminin, j'ai peur de dire une bêtise, ou elle a été nommée, je ne sais plus. Je regarde, non, elle a juste été nommée. C'est Mahershala Ali qui a eu l'Oscar du meilleur second rôle, voilà, pour ce film-là. Et elle joue super bien. Elle aurait mérité d'ailleurs l'Oscar du meilleur second rôle féminin, je pense, sur ce film-là. Bref, c'est assez c'est touchant. C'est vraiment de l'émotion pure et les acteurs sont tous très justes, je trouve. Y compris le gamin et l'ado qui joue Chiron, donc des acteurs pas forcément connus, qui sont peut-être là d'ailleurs sur leur premier rôle, plus ou moins. Et voilà, c'est juste. D'ailleurs, c'est terrible à quel point il y a un mimétisme entre le Chiron enfant, l'acteur qui joue Chiron enfant, et l'acteur qui joue Chiron adolescent, dans le regard notamment, c'est les mêmes. On dirait qu'ils sont frères. J'ai vérifié, non, ils sont pas frères. Enfin, ils n'ont pas le même nom de famille en tout cas, mais ils se ressemblent, ils ont le même truc. C'est vraiment génial. Là, c'est la direction des acteurs qui a été super bien gérée, probablement, j'imagine, par Barry Jenkins. Ou le casting aussi. Le casting a été génial. Et là arrive le bémol. Autant tous les acteurs sont bons, autant sur la dernière partie, malheureusement, les acteurs, pour moi, ne peuvent pas se donner totalement à fond
par rapport à ce qu'on leur propose. Et c'est là qu'entrent en scène donc ceux qui jouent les rôles de Kevin et Chiron adultes. Celui qui joue Chiron adulte, c'est Trevante Rhodes, qu'on a pu voir en fin d'année 2018 dans Bird Box. Il joue bien, hein. Attention, il joue très très bien le rôle qu'on lui donne. Là, j'en parlerai dans les spoilers parce que l'évolution donc de Chiron entre son personnage adolescent et adulte mérite qu'on y consacre quelque chose niveau spoiler pour pas trop vous gâcher ce qui arrive aux garçons pendant le film. Donc, il joue ce qu'on lui donne à jouer, quoi. Et puis, il y a donc André Holland qui joue Kevin Jones adulte, son pote. André Holland, que personnellement, je l'avais surtout vu dans récemment Castle Rock, la série sur Stephen King, là, et dans American Horror Story. Donc, plus dans des séries que dans des films. Et bon, ils font ce qu'ils peuvent, parce que malheureusement, voilà, c'est là où on va rentrer dans le côté spoiler. Mais avant quand même, je voulais faire une dernière analyse sur le thème général du film. Ce qui m'a plu quand même dans ce film-là, et c'est déjà oser parler de l'homosexualité dans un contexte très compliqué, contexte de drogue, contexte de voilà l'adolescence, tout ça machin, dans une communauté noire américaine pas forcément tendre. Et ce qui m'a intéressé dans le film, voilà aussi, c'est que pour une rare fois quand même, on a un film centré sur les Noirs américains. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas un seul acteur majeur, mais même secondaire, qui ne soit pas noir américain. Et ça, c'est super rare. C'est presque un film de blaxploitation. Vous connaissez un peu le terme. C'est un petit peu... c'est très rare à Hollywood. Peut-être d'ailleurs qu'il a eu l'Oscar pour ce côté politique, machin, aussi, mais peu importe. Moi, je trouve ça intéressant, mais c'est surtout que ce genre de film-là n'évoque pas à un seul instant le racisme ou la ségrégation et tout. Et c'est rare quand même. Ça sort de ces potentiels clichés où dès qu'on met des acteurs noirs américains en avant, dans des films un peu dramatiques et tout, dans des situations comme ça un peu urbaines, on va totalement, forcément, toujours se concentrer à un moment donné sur le racisme et tout. Là, non, non, pas du tout. Ces gens-là sont totalement intégrés dans leur endroit. Ils ont pris d'ailleurs possession totalement des lieux avec leurs possibilités diverses et variées, que ce soit dans la légalité ou non du coup. Ici, c'est plus centré sur l'illégalité, puisqu'on est dans un milieu où la drogue coule à flot et tout. Bref, non. Ils sont là, ils sont aux États-Unis, il n'y a pas de souci et tout. Par contre, il y a d'autres problèmes émotionnels au niveau donc de tout ce qui peut être trafic de drogue et donc l'acceptation pour le jeune enfant, ado et tout, de son homosexualité et les confrontations qu'il y a autour de lui à cause de cela. Bref, donc moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est rare, du coup, donc ça méritait d'être souligné. Et puis le côté poétique global du film, parce que rien que par le titre et donc cette citation, hein, au clair de lune, les noirs ont l'air bleus, sont bleus. C'est une histoire de grand-mère que son protecteur lui raconte sur la plage quand il est enfant, au personnage principal. Et ça renforce ce côté, voilà, d'ailleurs il y a pas mal de plans sur la lune, sur le côté bleu et tout. Bleu étant la couleur un peu du blues, du désespoir, mais aussi peut-être d'un nouvel espoir qui va renaître, tout ça, avec la pleine lune qui essaye d'éclaircir tout cela. C'est aussi un message de tolérance, ce film. Voilà, beaucoup de tolérance et un message d'acceptation de tout ce qui pourrait être soi-disant différent selon ce que la société nous inculque, machin, tout ça. Bref, ce film là-dessus réussit son pareil. Et arrive donc la fin qui va me frustrer, qui va faire passer de ce film d'un potentiel chef-d'œuvre, genre un bon 8, 8,5 à un 6,5 carrément. Et pourquoi? Parce que la fin du film me gâche complètement l'ambiance de l'ensemble quand j'y repense. Et ça, c'est vraiment un ressenti personnel qui m'embête sur ce film-là, mais je suis obligé d'en parler et donc d'expliquer pourquoi en spoiler. Spoiler donc, arrivé à l'âge adulte, Chiron a complètement changé. Voilà. Surnommé Little quand il est petit, appelé par son prénom Chiron, etc. quand il est ado, quelque chose tourne mal, et Black, son nom d'ailleurs donné par son pote Kev, a complètement changé de vie parce que en fait il a fait un séjour en prison. Il sort de prison et malheureusement à cause de ce séjour en prison, il devient dealer, un petit peu ce qu'il aurait jamais dû devenir. Voilà. Et pourquoi en arrive-t-il là? Parce que dans la seconde partie du film, quand il est ado, son pote Kevin, en fait, soi-disant macho et tout, sur la plage, à un moment, il se passe un truc, il se retrouve sur la plage, ils s'embrassent. Voilà. En fait, il y a une amourette qui démarre entre Kevin, son meilleur pote du moment, et lui. Avec une scène voilà, très intense sur la plage et tout.
Le problème, c'est que Kevin n'assume pas en public, et le lendemain ou quelques jours après, à l'école, il y a ceux qui martyrisent Sharon qui disent à Kevin, vas-y, tape-le. Ils les mettent en face-to-face pour un combat, et vas-y, tape-le. Et Kevin s'exécute par la pression de ses pairs, et il frappe son donc potentiel nouveau petit ami, machin, ce qui va détruire Sharon, totalement. D'ailleurs, Chiron revient le lendemain et va fracasser le leader de ceux qui le martyrisent et tout, en pleine classe. Du coup, il est arrêté, prison, et tout change. C'est donc à cause de Kevin, très indirectement, mais presque donc directement, et cette trahison qu'il a ressentie, parce que c'est ça qui d'ailleurs le fait enfin sortir de ses gonds. Il pensait avoir trouvé enfin l'amour et l'acceptation et le bonheur et tout, puis juste derrière, c'est le drame absolu, quoi. Il frappe, machin, il se retrouve en prison. Et à cause donc de tout cela, il va devenir dealer et tout, dans une ville très éloignée de Miami. Enfin, pas si éloignée que ça. Il va à Atlanta, en Géorgie, et il devient dealer. Dealer à l'image de son protecteur, donc qui, et c'est là où je voulais pas spoiler, disparaît entre le premier et le deuxième acte, parce qu'en fait, on apprend qu'il est mort. Et c'est génial parce que le film le fait de façon très subtile. Il y a pas, on l'apprend hein, de façon quasi indirecte, qu'il n'est plus là. Et c'est terrible parce que il n'est plus là et les deux, donc Chiron, l'enfant et son protecteur, se quittent sur un, malheureusement dans un grand froid, puisque le jeune Chiron apprend que son protecteur vend de la drogue pour sa mère et du coup c'est terminé là-dessus. On peut imaginer qu'ils ne se sont jamais reparlé et c'est assez dramatique. Bref, pourquoi la fin me perturbe? Alors autant ça commence plutôt bien finalement. Chiron reprend contact avec Kevin, tout ça, reprend contact avec sa mère et se réconcilie avec sa mère dans une très belle scène de rédemption, pardon et tout. Kevin, pareil, s'excuse, rédemption, pardon. Bon, alors déjà, c'est très beau tout ça, mais premièrement, c'est super simple. Ça se termine en mode happy end, tout va bien, on pardonne tout, on reprend un nouveau départ. Très académique, très hollywoodien, et c'est là où je comprends pourquoi ce film a eu son Oscar finalement. Parce que la fin, se retrouve dans une sorte d'académisme qui, malheureusement, selon moi, casse tout ce que le film a voulu faire passer avant, dans un mode de déconstruction de son personnage principal. Voilà, il est fracturé le film. Le gamin, l'ado, il est fracturé. Mais à la fin, malheureusement, le fait de vouloir trop recoller les morceaux fait qu'on perd pour moi quelque chose de fort. Alors oui, bien sûr, on peut avoir un happy end. Pas de souci. Je l'accepte d'ailleurs, le happy end. Et tant mieux. Mais le problème, c'est qu'il y a une insistance sur la reconstruction, sur ce happy end, qui aurait pu être mise en place de façon subtile, comme tout le film avait été fait avant. Mais là, non. On termine avec 20-25 minutes de blabla entre Kevin et donc Chiron. Un blabla bien pesant, bien verbeux, qui font que ces retrouvailles, au lieu d'être très émotionnelles, je les trouve en fait assez pompeuses. Toute cette scène au restaurant. Voilà, ça brise un certain mysticisme autour du film. Et voilà, pour moi, le problème de ce film-là, et c'est pour ça que je suis déçu au final, c'est à trop vouloir reconstruire ce qu'on a donc brisé et tout. On perd le fait que ce film a pu briller donc pendant tout son build-up sur les fractures qu'il nous a montré, donc sur le personnage principal et tout ce qui trame autour de lui, quoi. Que ce soit sa mère, le dealer au début, et même son meilleur pote, quoi, qui doit faire, qui fait face à une décision à un moment, il fait la très mauvaise décision qui va changer la vie de son ami. Donc, c'est alors, je comprends, cette fin, elle se défend dans son point de vue. Le réalisateur, il a vraiment voulu insister là-dessus. C'est un choix, c'est clair, ça se voit, parce que c'est tellement en dichotomie totale avec le film auparavant, avec les deux actes préalables, que c'est clairement une rupture volontaire. Mais pour moi, ça rompt complètement avec le charme de ce qu'il y a avant. Avec cette insistance, ces longueurs inutiles. On n'est plus trop dans l'émotion, là. Même si à toute fin, on revient sur l'émotion. Les deux dernières scènes, enfin, mais voilà. Heureusement, d'ailleurs, vous allez me dire, mais bon. Mais on était dans les non-dits et tout, dans l'émotion, et on se retrouve avec une conclusion trop bavarde qui casse complètement les choses pour moi. Alors je sais pas comment j'aurais fait cette fin. Moi. Je pense que le film pour moi aurait duré un quart d'heure de moins déjà, et j'aurais été dans la même subtilité, même si avec la fin, voilà, avec le retour de la poésie, avec le plan où on revient flashback sur l'enfant Chiron qui regarde le clair de lune et le fond bleu du ciel et tout. Voilà, bon, la boucle est bouclée, c'est bien. Mais quelle frustration les 20-25 dernières minutes avant. Et ça m'a déçu. Voilà, c'est dommage parce que pour moi le film n'a pas cette cohérence de narration jusqu'au bout.
Il y a cette rupture voulue à la fin, oui, parce qu'enfin Chiron s'accepte, vainc ses démons, tout ça, tout va bien, quoi. Il réussit enfin à pouvoir vivre normalement, on sent qu'ils vont pouvoir vivre avec Kevin, donc du coup, enfin une vie normale. Ok, super, mais du coup, toute la pesanteur émotionnelle préalable, pour moi, s'évapore dans ces noms, dans cette conclusion très 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 verbeuse, très bavarde, et on y perd. Moi, je me suis perdu sur la fin du film. J'étais là en me disant, ah, non, mais allez, cut, allez, voilà, allez dans les non-dits, dans les émotions. Il y aurait tellement eu à jouer sur les regards, les non-dits, les ressentis, même en jouant avec les flashbacks d'ailleurs. Voilà, enfin, c'est là où je me suis malheureusement pris pour un metteur en scène sur la fin, et je m'en veux un peu peut-être, parce que je me suis pas laissé absorber par le message du réalisateur, enfin le message qu'il a voulu nous donner, parce que je comprends son point de vue, encore une fois, je vois ce qu'il a voulu faire, mais moi ça m'a cassé dans l'ambiance et dans l'atmosphère du film. Moi j'étais dans cette ambiance-là, grave, tout ça, machin, et puis à la fin je me suis retrouvé dans une sorte de conclusion très académique, très linéaire sur dialogue et tout, même s'il y a une bonne mise en scène, hein, attention, hein. Tout ce qui est au restaurant et tout est bien mis en scène, il y a des belles idées, mais on perd en magie et on perd en profondeur selon moi, malheureusement. Voilà, mais ça c'est un ressenti personnel, hein. Vous avez le droit d'ailleurs de ne pas être d'accord dans les commentaires, et je comprendrai totalement. De toute façon, quand on ressent quelque chose sur un film, c'est totalement subjectif, c'est une perception. Ici, malheureusement, le film, il a marché avec moi, tellement marché que sur la fin, quand j'en suis sorti à cause de tout ça, ben, ça m'a déçu. Ça a suffi pour me faire pas détester le film, loin de là, parce que je considère quand même que c'est une belle œuvre, importante et intéressante dans son thème abordé et dans sa narration, jusque dans le dernier quart où, malheureusement, je me suis perdu dans le message qu'a voulu nous faire passer Barry Jenkins. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est l'aventure du cinéma, parfois. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut non plus. Et j'ai envie de dire tant mieux aussi. Parce que sinon, bah, ce serait pas forcément toujours très intéressant de toujours tout aimer, tout adorer à 100% machin tout le temps. C'est bien aussi que des fois, avec le recul, on se retrouve avec des analyses qui nous font émettre quelques bémols sur pourtant ici des œuvres comme celle-ci qui auraient mérité que... voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je pense que j'ai été aussi bavard que la conclusion du film ici. C'est pas grave, c'est ce qui s'appelle une mise en abîme, peu importe. À la prochaine, ciao.